Dans Mythbusters, Passons aux travaux pratiques. Adam et Jamie jouent au lancer de tartines Chaud devant. pour voir de quel côté elles retombent. Encore sur la face beurrée. Vous faire bailler n'est pas notre but, mais est-ce vraiment contagieux? J'ai pas arrêté de bailler. Comme David a vaincu Goliath, une petite voiture peut-elle rivaliser avec un vrai bolide? Cette attente me tue. Mais qui sont les Mythbusters? Il me manque un sourcil. Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. Fais coin. Jamie n'est pas un mauvais génie. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans les effets spéciaux. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Introducing the 1970 Johnny Lightning Challengers, the new Et pour commencer, attaquons-nous à un mythe presque aussi vieux que les petites voitures. fast. Race any other cars against the new Johnny Lightning Challengers and see for yourself. Encore une invitation à laquelle les Mythbusters ne peuvent résister. Alors, attachez vos ceintures. On s'attaque à un classique des cours de récré. Je suis vert, Kerry. Dire que c'est vous qui allez faire joujou pour ce prochain mythe, c'est marrant. C'est trop cool. On doit vérifier qu'une petite voiture va plus vite qu'un vrai bolide. En étant en roue libre. Ouais. Si une petite voiture et un bolide descendent d'une côte en étant simplement attirés par la force de gravité, c'est la petite voiture qui va gagner. Je pense que la petite voiture ira plus vite sur les 60 premiers mètres. Et puis, elle atteindra sa vitesse maximum. Le vrai bolide mettra plus de temps à accélérer. Mais est-ce qu'il finira par aller plus vite? Je dois dire que j'en ai vraiment aucune idée. Voici les voitures les plus rapides qui existent. Tâchons d'abord de savoir quelle est la vitesse maximum supportée par les pneus des petites voitures. Ensuite, il faudra tester la distance qu'une petite voiture peut parcourir avant d'être retournée par la résistance à l'air. Nos pros de la mécanique sont en pôle position dans cette course contre le mythe. J'adore les petites voitures. C'est grâce à elles que j'ai eu mon premier baiser. Et puis après, il m'a frappé. Le premier test porte sur la résistance de la petite voiture à une vitesse de 130 km/h. On va poser les roues de la voiture sur cette ponceuse à bande qu'on fera tourner à une vitesse croissante et on verra bien à quelle vitesse les roues lâchent. Je suis une pro de la mécano. Trop fort. Alors ça marche? Super. L'équipe semble avoir pris un bon départ. Mais lorsqu'ils essaient de calculer la vitesse de la ponceuse à bande à l'aide d'un tachymètre, Ça indique 550 tours minute. ils rencontrent leur premier obstacle. Ça fait du 70 km/h. C'est tout? Ce n'est pas assez rapide. Si on essayait avec autre chose, une meule par exemple, ça tourne à 30 000 tours minute. Et si on se servait d'une voiture? On la soulève avec un chariot élévateur, on pose la petite voiture sur la vraie roue et on accélère. Ingénieux, mais potentiellement dangereux. Un scénario parfait pour les Mythbusters. La voiture est bloquée contre un mur au cas où elle tomberait du chariot quand les roues tourneront à grande vitesse. Avec l'angle qu'on a, elle ne devrait pas tomber en avant. Dans le pire des cas, elle partira en arrière. Ils entourent la roue de rubans adhésifs pour créer une piste plus lisse. Puis ils positionnent la petite voiture à l'aide d'un pied. Ça te va comme ça? Ça m'a l'air bien. Ça n'appuie pas trop sur la roue? C'est parti. 25 km/h, 40 km/h, Si ça fonctionne, on n'aura jamais vu une voiture consommer aussi peu. 50 km/h, Elle a perdu une roue. T'étais à combien? 55 km/h. Elles tiennent pas bien la route. La vitesse espérée est loin d'être atteinte. Pour Jamie, c'est l'installation qui est en cause. Il y a trop de poids. C'est à cause de ce pied. D'accord. Si c'était moi qui la tenais, ça éviterait qu'il y ait trop de poids dessus. D'accord. Plutôt que de risquer un accident, ils modifient leur installation. Le problème, c'est qu'il y avait trop de pression sur les roues. Du coup, on a fait en sorte que la voiture soit maintenue en place de chaque côté sans qu'on appuie dessus.
Elle est juste posée sur le pneu. Comme ça, on aura une idée plus précise de son comportement. Vas-y, démarre. Un sabot en bois maintient la petite voiture en place tandis que Scotty met les gaz. 70 km/h. 80 km/h. Regarde-moi ça. 100 km/h. 110 km/h. 135 km/h. Elle vient de sauter. Pas mal. Elle a bien tenu. Oui. Les roues n'ont pas l'air abîmées. Elles sont en bon état. Tu penses qu'elles tiendront sur 400 mètres? Ça devrait aller. Ça se passe comme sur des roulettes. On a prouvé que les roues de la petite voiture supportent la même vitesse que celle d'une vraie voiture. Je pense qu'il faut poursuivre pour voir ce que ça donne dans des conditions réelles. Le mythe tient la route. Ces petites voitures doivent prendre pas mal de vitesse en descente si les pneus tiennent le coup. Reste à voir si la résistance à l'air ne risque pas de les ralentir. C'est le seul doute. Pour cette deuxième expérience, l'équipe a besoin d'un tunnel aérodynamique. Ils se servent alors d'un système qui a déjà fait ses preuves. C'est une super invention qui reprend un des gadgets de Adam. Ça permet de tester la pénétration dans l'air des voitures pour voir la vitesse maximum qu'elles peuvent atteindre. Un souffleur de jardin est attaché au transformateur variable inventé par Jamie afin d'ajuster l'écoulement d'air. 55. Le tachymètre enregistre la vitesse maximum de l'air avant que les voitures ne se renversent dans le tunnel. Prête? Prête. La Duster. Et maintenant la Mustang. Vas-y. C'est un travail minutieux. Ça a l'air facile comme ça. Voilà. Parfait. 117. 122. 112. On atteint une moyenne de 120. Cette expérience vient conforter les résultats de la précédente. Les petites voitures peuvent atteindre une vitesse supérieure à 110 km/h. Ces résultats sont impressionnants. On dirait que ces petites voitures ont vraiment une chance de gagner contre un vrai bolide. J'ignore ce que ça donnera le jour J, mais dans le tunnel aérodynamique, elles ont atteint une vitesse de 110 km/h. Apparemment, elles roulent vite, mais on peut faire mieux. On devrait chacun se construire un bolide miniature. On peut utiliser ce qu'on veut. Voyons qui fabriquera la voiture la plus rapide. Scotty et Carrie vont modifier des modèles existants pour obtenir des prototypes vraiment uniques. C'est la mienne la plus belle. C'est au tour de Jamie. Étant donné qu'il fabrique des prototypes de jouets, il est plutôt à l'aise. Je passe mon temps à jouer avec des petites voitures. Voilà, c'est ce que je fais pour gagner ma vie. C'est mon métier. Voici donc comment Jamie s'occupe quand il ne joue pas au Mythbuster. C'est le van qui gagne. Reste à savoir pourquoi. Il lui faut peu de temps pour repérer un détail capital. J'ai remarqué que les roues des voitures n'ont pas le même empattement. Celui du van est plus large, donc il est plus stable. C'est ce qui fait la différence entre ces petites voitures. Jamie décide de construire sa propre voiture. On dirait une mini-roulette à pizza. C'est au tour de Adam de relever le défi. D'ailleurs, il a déjà un plan. J'en ai assez vu. Apparemment, le van va aussi vite que le bolide de Scotty. J'ai ma petite idée. On verra bien ce que ça donne. Ça avance? Oui, et toi? Pas mal. Tu fabriques ta voiture? Oui. Nous n'en saurons pas plus. Le prototype de Adam est classé top secret. Ce sera l'un des pneus. En une après-midi, Jamie a fabriqué un bolide en aluminium aux lignes épurées, tandis que Adam a préféré l'aspect massif du plomb. Je ne suis pas sûr que ça se vende bien. Les enfants vont adorer. Voici la voiture brique. C'est la plus rapide, mais aussi la plus moche. Et si tu la jettes sur ton frère, ça peut le tuer. Je risque pas de gagner un prix de design avec ça.
On fait la course? Si tu veux. Le gagnant sera le meilleur. Prêt? Et c'est parti. Le prototype de Adam gagne, même s'il est un peu sorti des rails. Je crois que je tiens le bon bout. Passant outre sa sortie de piste, Adam ajoute une ou deux touches finales à son bolide avant de remballer. Il a été fait pour une seule chose, foncer à toute vitesse. Je dirais pour tuer les enfants. C'est quoi ce truc à l'arrière? C'est un moteur de fusée. C'est une espèce de turbopropulseur. Pendant ce temps, Scotty et Carrie sont à la recherche d'une piste en pente. On a bien 10 degrés. C'est quand même un axe assez passant. Tandis qu'elle parcourt les rues de San Francisco, un autre mythe nous attend. This is the Great British Yawn. Personne ne sait pourquoi nous bâillons. Est-ce pour expulser le dioxyde de carbone? Est-ce un oubli de la nature dans notre évolution? Nos ancêtres primitifs bâillaient-ils? Mais surtout, le bâillement peut-il se transmettre d'une personne à une autre? Autrement dit, le bâillement est-il contagieux? Comment allons-nous prouver que bâiller est contagieux? D'abord, il nous faut des cobayes. Il faut les isoler pour les observer avec des caméras cachées. L'espace doit être fermé. On n'a qu'à construire une pièce. Mais il nous faut aussi un bailleur dans la pièce. Quelqu'un qui serait dans le coup. Quelqu'un qui baille. Bonne idée. Si on passait une annonce pour des figurants, sans leur préciser pourquoi, pendant qu'ils attendront dans la pièce, on commencera à les tester. Pendant que notre équipe se prépare, penchons-nous sur ce qu'est vraiment un bâillement. Bâiller est un réflexe involontaire. La bouche s'ouvre et la mâchoire descend pour laisser pénétrer le plus d'air possible. Les poumons se remplissent au maximum, les abdominaux se contractent et le diaphragme s'abaisse. Le rythme cardiaque s'accélère de 30%. Lorsque les poumons sont remplis, le surplus d'air est expiré. La pièce témoin est remplie de gadgets espions. Un miroir sans teint, une caméra cachée. Une dernière petite touche et l'ennui va gagner les cobayes. C'est une notice explicative des prélèvements et des cotisations retraite. On veut qu'ils baillent ou qu'ils s'endorment? C'est juste ce qu'il nous faut. Il y a quelques jours, c'était un garage. Aujourd'hui, cette pièce a vraiment l'air d'avoir été habitée. Mais on l'a piégée. Derrière cette photo de Adam et Jamie se cache un micro. Et ça, on ne le dirait pas, mais c'est une caméra. James Bond a encore de beaux jours devant lui. Mais notre équipe aurait-elle sous-estimé ses cobayes? Si l'un de baille, je ne le raterai pas. Ça m'éclate trop. Nos cobayes sont là, on va les faire entrer. Ces pauvres créatures vont bientôt s'ennuyer à mourir. Première étape, l'expérience témoin. Les sujets doivent patienter 10 minutes dans la pièce. Ils n'ont rien à lire et ne doivent pas se parler. Voyons le résultat. Regarde cette femme-là. « 10 minutes et pas un bâillement. Rien en 10 minutes. Et moi, j'ai baillé 2 fois. Je vais vous distribuer un document à chacun. Lisez-le en silence. Maintenant, nos gentils volontaires se plongent dans le droit fiscal. La tension est à son comble. Mesdames et messieurs, nous avons notre premier bâillement. Alors, va-t-il faire le tour de la pièce? Un autre. Oui. 4 vrais bâillements, 2 moitiés de bâillements, mais ils sont tous de la même personne. C'est trop tôt. Les 2 premiers tests ne sont pas concluants. Pour ce 3e test, Scotty tente d'influencer les sujets en bâillant. Mais il semble être immunisé, contrairement à Carrie.
Et tout à coup, c'est la panique au central. Nos observateurs pensent être observés. Ont-ils été découverts? Je suis sûr qu'ils me regardent. Ou bien est-ce le fait d'être enfermés dans le noir qui leur joue des tours? Nous ne sommes pas plus avancés et laissons nos joyeux sujets reprendre le cours de leur vie, sûrement plus passionnant. Mais qu'en est-il des résultats? Lors de l'expérience témoin, personne n'a bâillé. La séance de lecture de droit fiscal a porté ses fruits. Une femme a bâillé 8 fois et demi, l'homme à la veste 2 fois, l'homme à la chemise à carreaux 1 fois aussi, le jeune 2 fois et enfin la femme en rouge a bâillé à moitié. La femme en bleu n'a pas arrêté de bâiller. Elle n'arrêtait jamais. Elle bâillait toutes les 2 minutes et personne n'a enchaîné. Et personne n'a bâillé sous l'influence de Scotty. Encore trop tôt pour en tirer des conclusions. Ce mythe tient toujours la route. Il est temps de faire appel au cerveau du groupe. Ah, cette photo. Oh, j'adore ces types, ils sont fascinants. Personne n'est rentré en vous faisant coucou? Ça a failli. Ah bon? Pour Adam et Jamie, l'équipe n'a pas réuni assez de cobayes et ils ont utilisé trop de stimuli. Je pense qu'il faut que les tests durent plus longtemps et portent sur plus d'individus. T'as raison. Il ne faut pas qu'ils se doutent de ce qu'on fait. D'accord. Ils ne doivent pas savoir que vous les observez. Il faut les laisser seuls. Il faut qu'ils attendent. Vous devez les laisser seuls dans la pièce. Assis à attendre. En gros, on doit tout reprendre depuis le début. Oui. J'ai hâte de voir ce qui va en ressortir. Merci les gars. De rien. De retour à San Francisco, les filles cherchent la pente idéale. C'est flippant. Mais Carrie et Scotty n'arrivent pas à trouver une descente de 400 mètres de long pour leur course de petite voiture. Il faut sortir de la ville. Les collines ne sont pas praticables à San Francisco. On va au lac Tahoe, on va au lac Tahoe. En route! Oui. Cette ville est pourtant vallonnée, mais on n'a pas pu trouver de descente suffisamment droite sur 400 mètres. Alors nous partons pour le lac Tahoe où on va installer une piste pour petites voitures de 400 mètres de long et on fera la course avec une Viper. Les Mythbusters sont en route vers l'un des paysages les plus fabuleux des États-Unis. Ski Boulevard, près du lac Tahoe, va servir pour l'occasion. La route est à la fois assez longue et assez pentue pour que la force de gravité soit le moteur de la course. Elles prendront vite de la vitesse. On a assez de distance d'ici au bas de la colline. Oui, on doit atteindre les 400 mètres au niveau du stop. Allez, mesure. 61 mètres. 91 mètres. L'inclinaison de la pente est bonne. La distance est parfaite, comme l'avait prédit Jamie. C'est hallucinant. Depuis là-haut, Jamie a dit « On doit atteindre les 400 mètres au niveau du stop ». Il s'est trompé de combien? De 5 mètres. Tu sais, parfois, il est vraiment bizarre. Je sais. Ne lui dis rien. C'est un robot. Je me le demande. Jamie est un robot. Pas mal pour un type de 75 ans. Et le vrai bolide arrive pile à l'heure. Écoute-moi ce ronronnement. Tout est écrit. Monte, ferme-la et accroche-toi. Vous connaissez le mythe selon lequel une petite voiture peut battre un bolide comme ça, juste par la force de gravité? Ça ne m'étonnerait pas. Ah bon? Vous êtes sûr? Je serais sidéré du contraire. Au point mort, ça fait 1,3 tonne à bouger. Alors que la petite voiture, elle sera déjà loin. Le soleil se couche à la veille de la course. Nous gardons la surprise des petites voitures pour plus tard. Demain, on passe aux choses sérieuses. De retour au QG du bâillement, où rien n'a fonctionné. On recommence les travaux pratiques. Je suis bluffée. Cette expérience n'a rien donné. On n'a rien réussi à prouver.
Notre problème, c'est qu'on n'a pas été assez cohérent entre les différentes phases. On n'a jamais le même nombre de personnes. Et ils sont trop stimulés. Il faut tout reprendre depuis le début. On s'est trop investi pour ne pas obtenir des résultats. Il nous faut un nouveau plan. On va tout reprendre avec plus de cohérence. Et au lieu de faire venir les gens, c'est nous qui irons les chercher. Il est 6h30 du matin. Nous sommes sur une place de marché où les Mythbusters espèrent trouver plus de sujets de laboratoire. Notre équipe a transformé ce camion en un laboratoire composé de cellules d'observation du bâillement. Les Mythbusters sont là pour mener une expérience psychologique. On avait besoin d'un espace assez vivant pour nos sujets d'étude. On va en observer environ une quarantaine depuis notre super labo expérimental de Mythbusters. Pour voir si, avec des bons stimuli, ils finissent par bâiller. En un rien de temps, les gens se pressent autour du camion des Mythbusters. Je suis partante. Pourquoi pas? Allez voir Tori qui est là-bas. Cette fois-ci, une variable est introduite, le bâillement influençable. Désolé, on s'est levé à 4h du matin. Allez-y, rentrez. Bonjour, suivez-moi. Installez-vous. Je vais revenir vous chercher. Nous avons 3 cellules de bâillement avec dans chacune une caméra cachée et un QG d'observation sous la direction de Tori. Alors qu'elle les installe, Carrie bâille devant 2 sujets sur 3. On va voir s'ils bâillent plus vite lorsqu'ils sont influencés. Le 3e sujet nous sert de témoin. Carrie ne doit pas l'influencer. On verra s'il y a une différence. L'expérience commence. Tori observe attentivement les sujets qui ne font absolument rien. Il semble que la simple réputation des Mythbusters soit trop divertissante pour provoquer le moindre bâillement. On dirait qu'il va s'endormir. Ça marche pas. Lorsque tout à coup... un flot de bâillements se déchaîne sans qu'on puisse l'arrêter. Même les chiens se laissent emporter par cette vague de bâillements qui envahit le marché. Cette expérience révèle aussi que certains cobayes sont plus observateurs que d'autres. Comme toutes les bonnes choses, au bout de 5 heures et une cinquantaine de tests, le bâillaton touche à sa fin. C'était le dernier, c'est fini. Carrie attendait ce moment avec impatience. J'ai pas arrêté de bâiller. J'en ai mal aux joues et même les larmes aux yeux. Après avoir passé au crible 50 personnes, notre record dans cette émission, nous avons enfin les résultats. 25% des gens qui n'ont pas été influencés se sont mis à bâiller, alors que 29% des gens qui ont été influencés ont bâillé. L'écart n'est pas flagrant, mais ça me suffit. Qu'en pensez-vous, ce mythe est bidon, plausible ou confirmé? Vu le nombre de cobayes, je dirais que c'est confirmé. Oui. Confirmé. Sans l'ombre d'un doute, bâiller est bien contagieux. Je parie que derrière votre télé, vous êtes en train de bâiller. Encore un mythe confirmé. Les Mythbusters s'apprêtent à beurrer des tartines. Jamie, la question suivante a hanté des générations entières au petit déjeuner. À savoir, si les tartines beurrées tombent plus souvent sur leur face beurrée que sur l'autre. Exactement. Vois-tu, cher Jamie, il est mondialement reconnu qu'un homme chanceux est forcément en quête d'un mythe à briser. Cette année s'est révélée cruciale dans ce domaine. En effet, ce fut un régal. Du thé très cher. Merci, je m'en occupe. Encore sur la face beurrée.
C'est quelque chose qu'il faut mettre à l'épreuve. J'ai une idée. Moi aussi, j'ai mon idée. Si on fabriquait chacun de notre côté une invention, on pourrait comparer laquelle obtient le meilleur résultat. Très bonne idée. Parfait. Il était temps que quelqu'un mette à l'épreuve cet éternel casse-tête des petits déjeuners. Mais pourquoi faire tomber soi-même des tartines quand on peut fabriquer une machine très élaborée pour le faire ? J'ai toujours l'impression de participer au concours d'épines. C'est marrant d'utiliser différentes technologies juste pour faire tomber des tartines d'une table. Adam met le paquet en créant une invention mécanisée qui recrée les accidents du petit déjeuner. Une tartine peut tomber de plusieurs façons, mais le plus souvent, c'est parce qu'on la pousse accidentellement hors de la table, comme ça. Maintenant, le tout est de savoir si on peut recréer de façon mécanique ce type de geste. Et là, j'ai un super pousse-tartine. Malheureusement, ce pousse-tartine est un peu trop puissant. D'emblée, j'ai un problème. Ma machine lance les tartines comme des frisbees. J'espérais recréer un mouvement de repousse plus naturel, comme ça. Adam recalibre son invention. Du coup, au lieu de lancer les tartines à travers la cuisine, il recrée l'éternel scénario du tombé de la table. Voici la dernière version du pousse-tartine. Faisons d'abord un test témoin avec des tartines non beurrées. Elles partent toutes dans le même sens. Je les marque sur une des faces. Retournez. Retournez. Adam espère prouver que les tartines retombent indifféremment sur une face comme sur l'autre. Ça prouve qu'une tartine se retourne une fois en vol et tombe invariablement sur l'autre face. À cause de la force du mouvement. À cause de la force du mouvement. Je te parie que si tu observes 1 millier de personnes dans des restaurants différents, tu obtiendras quasiment le même résultat. Enfin, je crois. Mais ça ne nous aide pas à comprendre la propension des gens à faire tomber leurs tartines. Le but est d'éliminer toute intervention humaine du processus de chute. Adam se concentre alors sur une invention où les tartines seraient suspendues dans les airs, puis lâchées sans aucune intervention humaine. Pour voir si les tartines tombent plus souvent sur leur face beurrée ou sur l'autre face, il vaut mieux utiliser l'invention de Jamie. Pour son invention, Jamie préfère utiliser une sorte de ressort. Et voilà. Mais retournons d'abord à la montagne pour la course du siècle. Je suis un lève-tôt. En général, je suis debout à cette heure-là. Adam et Jamie sont comme le jour et la nuit. Le jour n'est pas encore levé. On se les gèle. Et on est venu charger 400 mètres de piste pour petite voiture. A priori, quand on veut faire joujou, il faut se lever très, très tôt. Armés de 400 mètres de piste, nos gladiateurs aux petites voitures se préparent pour la bataille. Mais avant la course, il faut assembler la plus longue piste pour petites voitures de l'histoire. Ces rails ont été fabriqués spécialement pour l'émission par le fabricant Mark Kasimov. Ses enfants Amanda et Jeremy aident aux préparatifs. Marc, as-tu déjà entendu parler ou vu une piste longue de 400 mètres ? Une piste de 400 mètres ? Non, pas que je sache. J'en ai déjà vu de 30 ou 60 mètres, mais jamais dans une telle descente. À ma connaissance, c'est une première. C'est stressant. Je sens plus mes doigts. On va se faire rouler dessus. Attends, il vient de rouler sur notre piste ? C'est un boulot monstre d'installer cette piste. Je vais m'assurer que la piste est bien droite. Remarquez bien la façon de faire de Monsieur Heinemann. Chez Jamie, on est aligneur de piste de père en fils. Malgré cet héritage, Jamie ne sait pas où donner de la tête. Cette piste augmente de 5 à 7 cm par demi-heure. Plus la température monte, plus les bosses apparaissent. Le problème, c'est que le plastique se dilate sous le soleil.
Du coup, les rails se déforment. À cause de la chaleur, la piste va finir par être plus longue de 1,50 m. Jamie a passé la journée à arranger la piste. C'est comme se battre contre des moulins à vent. J'en ai assez, ça suffit pour aujourd'hui. Donne-leur le feu vert. Scotty, vous êtes prêts pour faire un essai? Envoie-les. Attachez vos ceintures. 3, 2, 1... C'est la plus longue piste de l'histoire, mais est-elle suffisamment plate? Cette attente me tue. Elle descend toujours? Elle s'est arrêtée. Et une fois encore, la voiture sort de la piste à cause d'une bosse. On va faire une pause. Sinon, ça va continuer jusqu'à ce que les poules aient des dents. Après concertation, une décision difficile est prise. Pour faire honneur à la légende, l'échelle du test doit être revue à la baisse. On ne peut pas continuer à défaire des bosses qui ne cessent d'apparaître de partout. Je vais me placer à 120 mètres et je chronométrerai les voitures. Comme ça, on pourra faire des essais comparatifs. Jusqu'à présent, on n'a rien de fiable. Mais revenons à l'atelier, où Jamie est enfin prêt à tester si les tartines retombent bien sur la face beurrée. Les premiers tests portent à nouveau sur des tartines non beurrées. Retournez. On ne peut pas dire que ça change grand-chose. Une invention, ça s'améliore, mais pour ça, il faut la tester. Je sais, et je suis sûr que tu finiras par y arriver. Retournez. Une fois n'est pas coutume. Retournez. L'invention semble truquée. Retournez. Selon nos génies, c'est la faute du ressort. On ne doit plus se servir de cette machine. Pourquoi? 3 tartines sont tombées côté marqué sur le dessus et 7 se sont retournées. D'accord. Ça n'a rien d'aléatoire. Il faut qu'on fasse un test qui serve de référence avec des tartines non beurrées, qui tombent vraiment de façon aléatoire sur une face ou l'autre. Incapables d'obtenir un échantillon de référence, nos Mythbusters se voient forcés d'abandonner l'idée de la trappe à tartines, tout comme celle du pouce-tartine. Adam, nos inventions n'étaient pas pertinentes. Tu étais quand même sur la bonne piste. Ton approche était très pragmatique, alors que la mienne était plus réaliste. On doit construire une machine qui n'altère pas la chute de la tartine. Et si on améliorait mon invention? Très bonne idée. On devrait automatiser tout le processus. Il nous faudrait un grille-pain industriel comme ceux qu'ils utilisent dans les cafétérias. On pourrait y raccorder un tapis roulant et placer un thermomètre pour surveiller que les tartines aient la même température avant d'être beurrées. Plus ce sera automatisé, moins il y aura de variables. D'accord. On va tirer ça au clair. Une bonne fois pour toutes. Les deux compères unissent leurs forces pour construire le lâcheur de tartines le plus élaboré de tous les temps. Je pense que je vais les raccourcir. Un lâche-tartine. Qui l'eût cru? Pas mal, ça devrait marcher. Je vais fabriquer une cheville pour écarter les 2 pinces en même temps. Ils inventent une machine activée mécaniquement, sans les mains. Les tartines tomberont toujours de la même hauteur, à la verticale, sans qu'il n'y ait aucune influence sur leur façon de tomber, sur la face beurrée ou sur l'autre. Voici une tartine innocemment maintenue en l'air. Quand je veux la faire tomber, j'appuie là-dessus. Et elle tombe. C'est hallucinant d'avoir passé autant de temps à construire une machine qui lâche des tartines à la verticale. Je crois qu'on vient de révolutionner les principes du lâcher de tartines. Maintenant que la machine est prête, il ne reste plus qu'à acheminer les tartines. Ce tapis roulant n'est pas capital, mais ça complique un peu les choses, comme on aime. Mais avant de beurrer les tartines,
Revenons à l'histoire du joujou contre le bolide. La piste a été raccourcie à 120 mètres. Des essais sont en cours pour savoir quelle petite voiture défiera la Viper. C'est crevant. La voiture blanche est sur la ligne de départ. T'es prêt? On est prêt, tu peux y aller. 3, 2, 1... La Camaro blanche est plutôt basse, aérodynamique et rapide. T'as vu ça? Elle était à moitié sur la rigole, mais elle est descendue en 23 secondes. 35 km/h pour la plus rapide des petites voitures vendues en magasin. Qu'en est-il des prototypes fabriqués par nos Mythbusters? Le prototype en plomb d'Adam est le prochain au départ. Le chef-d'œuvre de Adam est le premier à concourir. Sa réputation est en jeu. Accrochez-vous à vos baskets, ça va décoller. Un morceau s'est détaché. Tu m'étonnes. Non seulement il s'est envolé, mais il a aussi volé en éclats. Je le savais, il était trop déséquilibré. Je suis déçu, je veux comprendre ce qui s'est passé. Quelques retouches et le prototype de Adam retourne en piste. Pile au même endroit. Mais Adam va vite se lasser. Il a été un peu ambitieux sur le plomb. Il pensait écraser tout le monde. Je le pensais aussi. Je suis déçu pour ma voiture. Elle est déséquilibrée. Complètement anéanti, Adam passe le flambeau au moustachu de l'équipe. Mon prototype est sur la ligne de départ. Terminé. Je suis prêt. 3, 2, 1... Passons du tank déséquilibré de Adam à la flèche argentée de Jimmy. Elle est descendue en 18 secondes, terminé. T'as battu le record de 4 secondes. Jamie, tu as gagné. C'est génial, non? Adam ne comprend toujours pas où il s'est trompé. La grille de départ est donnée. Le prototype de Jamie et la Camaro blanche rentrent dans l'arène pour défier la Viper. Grâce à ses chevaux sous le capot, elle peut monter à plus de 300 km/h. Mais qu'en sera-t-il au point mort dans une descente? Vaincra-t-elle les petites voitures ou bien les joujous surpasseront-ils ce monstre de vitesse? Je pense que les petites voitures iront plus vite que la Viper. Je mise sur les petites voitures. Les petites voitures vont griller la Viper. La grosse voiture. La grosse voiture. Vous pariez sur la grosse voiture? D'accord, on verra bien qui gagne. Les enfants, qu'est-ce qu'ils y connaissent? C'est le moment, Scotty. La Viper contre la petite voiture en descente au point mort. T'es prête? 3, 2, 1... La Camaro part comme une flèche. À 7 mètres, elle mène la course. À 15 mètres, elle s'accroche. Le match est serré. Mais la Viper regagne du terrain Je suis à 50 km/h. et passe la ligne d'arrivée en premier. Mais où est la Camaro? Ah, la voilà. Pas besoin de photos pour les départager. La Viper a gagné. La Viper a gagné haut la main. Elles étaient presque au coude à coude sur les 30 premiers mètres. Dans tes rêves, fabricant de jouets. Le tour est venu pour la flèche de Jamie d'entrer en course. Elle a battu la Camaro blanche de 4 secondes. « 3, 2, 1... Je passe les 30. À 7 mètres, la flèche de Jamie est en tête. De même, à 15 mètres. Je vois la voiture de Jamie. À 30 mètres, elle file, toujours en tête. C'est serré. Oui, c'est serré. 13 secondes. Quelle course! La Viper a passé la ligne en 13 secondes. La voiture de Jamie a fait son meilleur score en passant la ligne en 17 secondes. Mais ça n'a pas suffi, je crois que ce mythe est bidon. C'est un jour mémorable pour les Mythbusters. J'ai battu la Viper sur 30 mètres. Revoyons un peu le ralenti. À 30 mètres, la petite voiture est en tête.
Et puis d'abord, qui possède une piste de plus de 30 mètres? On n'a peut-être pas établi un record de vitesse de petite voiture, mais en tout cas, on n'est pas passé loin. La flèche de Jamie a fait une pointe à 45 km/h. Les petites voitures battent un bolide sur une dizaine de mètres. La voiture de Jamie a tenu la distance sur 30 mètres. Mais sur plus de 30 mètres, c'est le vrai bolide qui gagne. Et sur 400 mètres, il n'y a aucun doute possible. Ce mythe est complètement bidon. Et c'est la fin d'une histoire. Sur une courte distance, ça tient la route. Mais dans l'ensemble, ce mythe s'est fait balayer. Jamais, dans le domaine de la science ou du petit déjeuner, personne n'a dépensé autant d'énergie à parfaire l'art du lâcher de tartines. 1, 2, 3... Et elle tombe. La nouvelle invention est prête. Faisons d'abord un essai avec des tartines non beurrées. Pour ce premier test, je vais marquer les tartines d'un X sur une des faces. Ensuite, je les place dans la machine. Je les fais tomber, et puis j'inscris sur cette fiche si elles sont tombées du côté du X ou de l'autre. On commence par 20 tartines non beurrées. Exact. Prêt? Je suis prêt. D'accord. Adam s'échauffe, et c'est parti. Et voilà la première tartine. Retournez. Suivante. 3, 2, 1, go. Suivante. Tout marche comme sur des roulettes, ce qui provoque quelques gloussements de la part de Jenny. Je te garantis que ça va être une de ces journées vraiment pleines de rebondissements. Suivante. Tu fais pas grand-chose. Je charge les tartines, voilà ce que je fais. Retournez. Suivante. C'est la dernière tartine de ce test. Jusque-là, les résultats sont plutôt équilibrés. Et retournez. 11 tartines sont tombées avec le X sur le dessus et 13 se sont retournées. Ça se tient. Enfin, un résultat objectif. C'est un peu ce à quoi je m'attendais. Les tartines tombent aussi bien sur une face que sur l'autre. Ce qui signifie... Qu'on va beurrer les tartines. On va beurrer les tartines. Ça y est, on est prêt. Prêt à beurrer les tartines? C'est bon, je viens de préparer le beurre. C'est parti. 93 degrés. Pareil à beurrer. Les Mythbusters veulent savoir sur quelle face retombe une tartine beurrée. Tu arrives à suivre? Ça va. Pareil à beurrer. Pareil à beurrer. Pour l'instant, les tartines ne tombent pas sur leur face beurrée. Oh, vraiment? C'est la dernière tartine. Depuis des siècles, cette question a hanté des millions de gens. Ce n'est plus qu'une question de minutes. Intéressant. 12 tartines face beurrée, 12 faces non beurrées, 24 tartines en tout comme au premier test. Aucune différence. Le mythe serait bidon. Si une tartine tombe d'une table, je dirais qu'elle tombe indifféremment sur la face beurrée ou sur l'autre. Vu qu'il leur reste beaucoup de pain, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Alors, nos amis tentent le tout pour le tout et montent sur le toit. C'est une chute d'environ 8,35 m. D'abord, on s'attaque aux tartines non beurrées. On va en lâcher 50. Ensuite, on recommencera avec 50 tartines beurrées. Ça fera un panel d'une centaine de tartines. On devrait être fixé. La machine est prête, les tartines sont chargées. C'est l'heure des travaux pratiques. Et une tartine grillée. Chaud devant, la première est en route. Et une tartine grillée. Et une tartine grillée. Attention, chaud devant. On dirait qu'on fait de la techno. Tartine grillée. Tartine en approche, chaud devant. Tartine grillée. Et une autre, chaud devant. Tartine grillée. Chaud devant. Tartine grillée. Chaud devant. Tu te débrouilles très bien, Carrie. J'ai fait des études pour ça. Chaud devant. Jamie, après la prochaine, on compare les résultats et on attaque les tartines beurrées. D'accord. Attention, la voilà. Une tartine grillée. C'est la dernière. Chaud devant.
Alors Scotty, ça donne quoi? Sur 48 tartines, 26 sont retombées, côté marqué sur le dessus. Ça suit les statistiques, c'est presque moitié-moitié. Absolument. Pendant un moment, on était pile à 50%. Parfait. Vous êtes prêts pour les tartines beurrées? Tu parles que je suis prête, j'adore le beurre. Laissez-nous 2 minutes pour préparer le beurre et on envoie. Le temps de s'organiser. J'active la phase beurrée. Phase beurrée activée. Première tartine en l'air. Phase beurrée dessus. Attention. Dessus. Phase beurrée dessus. Et l'histoire est en marche. C'est ce que les frères Wright ou Edison ont dû ressentir. Attention. À chaque tartine qui tombe, la tension monte. On en est à combien? Sur 17 tartines, 12 ont atterri phase beurrée dessus. Les phases beurrées dessus sont en tête. Mes tartines tombent toujours phase beurrée sur le dessus. Dernière tartine. C'est parti. Tartine en place, chaud devant. Et si on leur balançait ça dessus? Ça suffit. Arrêtez vos saletés. C'est pas vous qui allez nettoyer. Le trottoir est dégoûtant, mais ce n'est pas cher payé pour une découverte scientifique. Alors? Dans le premier test, 26 tartines sur 48 sont tombées face marquée sur le dessus. Et sur 48 tartines beurrées, 29 sont tombées face beurrée sur le dessus. Adam, je crois savoir pourquoi. La plupart sont tombés face beurrée dessus parce qu'en les beurrant, tu as dû appuyer un peu fort et ça les a creusés. Et comme une feuille qui tombe d'un arbre, si elle est légèrement incurvée, elle ne flotte pas comme ça, mais plutôt comme ça. Je suis d'accord. J'ai remarqué la même chose de là-haut. Si je récapitule, pour vous assurer que votre tartine tombe sur une face plutôt qu'une autre, il suffit de la beurrer avec vigueur en la creusant un peu. Et du coup, elle tombera moins facilement sur la face beurrée. Si elle est poussée d'une table, la tartine se retourne une fois et atterrit sur la face retournée. En revanche, sans intervention humaine, si elle est lâchée depuis une certaine hauteur, c'est une autre histoire. Malgré tous nos tests et tous nos efforts, nous n'avons pas pu prouver que les tartines tombaient plutôt sur leur face beurrée. Ce mythe est bidon. C'est bidon. D'accord, je vous laisse ranger, je dois y aller. Encore un mythe qui s'est fait griller. Voici deux voitures qui cachent un tigre dans leur moteur, la Dodge Charger 440 RT et l'Aston Martin Vantage V8, et nous aurons les clés pour les dompter.